On va le faire en français, ce sera plus simple quand même. Bienvenue dans ce tea of the morning, le thé du matin. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère aussi que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et un bon lundi. Ce week-end, c'était bien, ouais, c'était chouette. J'y étais. Je vous invite à jeter un coup d'œil. Ça continue toute la semaine. Mais ce n'est pas pour parler de bien ouais qu'on est là ce matin, mais bel et bien de Tea for Two ou Tea for Two, qui est un jeu de Cédric Chaboussi, qui est illustré par Amandine Dugon, sorti chez les Space Cowboys dans leur gamme de joueurs. C'est le troisième de la gamme de joueurs des Space Cowboys. Juste là, en juin 2020, j'ai eu l'occasion de le tester. J'ai voulu vous en parler un petit peu. Je vais tout d'abord vérifier que vous nous entendez bien. Toto, totoli toto, super totoli toto, génial, impeccable. Très bien. Alors, T42 a été, présenté, même avant sa sortie, comme un jeu de bataille amélioré deck building. Voilà, donc la bataille, vous voyez, c'est le jeu où globalement on prend la moitié d'un paquet de cartes, on retourne la première et si on a la carte la plus forte, on a gagné. Ça revient un petit peu, à lancer un dé et à voir qui a la plus grande face. Bon, et là, c'est donc une amélioration de cette mécanique de bataille, parce que mine de rien, ça a quand même accompagné pas mal d'entre nous pendant toute notre enfance. Il y a un petit côté suspense du hasard, et cetera. Je vous ai fait quelques photos. Sont-elles disponibles en régie, les photos que j'ai fournies? Pas du tout. D'accord, c'est pas grave. Et ben, je vais faire sans. Je vais vous montrer directement à la main. Donc, on a ici un deck de 9 cartes. Si on en a le temps, oui, d'accord, très bien. Et ben, je dans ce cas-là, je vais attendre un petit peu pour vous en parler. Je vais plutôt parler du principe général de jeu, le temps que les photos arrivent. Donc oui, et de cette superbe pièce collector T42. Bon, donc globalement, on a chacun et chacune un deck de 9 cartes pour commencer, des cartes numérotées 1 à 9 et au départ, c'est exactement, symétrique. Donc rien de hasard déjà dans la distribution des cartes au départ, c'est plutôt sympathique. Ensuite, ce deck de départ, on va le mélanger, on va en faire une petite, pioche devant nous et là, c'est vraiment là qu'on va retrouver l'aspect bataille. Notre petit camarade en face et nous-mêmes simultanément, on va retourner la première carte de notre paquet et on va comparer les valeurs de paquet. Donc vous imaginez bien que, la première fois, c'est complètement, aléatoire puisque chacun a mélangé son paquet, chacun a le même paquet, donc impossible de savoir qui va avoir la carte de valeur la plus élevée. Ensuite, une fois que c'est fait, on va comparer les 2 cartes, retournées, entre la sienne et celle de son adversaire et celui ou celle qui a la carte de valeur le plus élevée va avoir le choix, comme souvent dans la gamme de joueurs, chez les Space Cowboys, entre 2 actions. C'était, déjà le cas, chez, Encore. C'est, maintenant je vois les images qui commencent à apparaître comme ça en mode furtif. Quelques D'accord, ça marche. J'appellerai les images au fur et à mesure. Donc chez Encore et Jaipur, qui sont les 2 premiers jeux de la gamme de joueurs, c'était déjà le cas. On a le choix entre 2 actions quand c'est son tour de jouer. Là, ça fonctionne sur le même principe, sauf qu'il n'y a que le joueur ou la joueuse qui a la carte de valeur la plus élevée qui va, pouvoir, effectuer cette action. Coucou la petite pièce. Hem, Ensuite, donc quelles sont ces 2 actions, entre lesquelles on va avoir le choix? Voilà, la petite pièce dont je vous parlais de tout à l'heure, on commence à avoir l'habitude dans la gamme de joueurs chez Space Cowboys, que je vous retrouvez ici. Les premières éditions ont une petite pièce en métal qui sert par exemple à tirer à pile ou face de manière extrêmement satisfaisante parce que ça fait ting, un peu, façon, Pirates des Caraïbes. Donc elle est également présente dans cette première édition de T42. Bloup! Magnifique. On a donc, la possibilité, le choix entre 2 actions, soit on va acheter une nouvelle carte d'un coup donné, soit on va, effectuer le pouvoir qui est sur sa carte. Donc, premièrement, acheter une carte, comment ça va se passer? Florian, si tu peux mettre la photo du plateau d'ensemble, donc avec, la piste de points, avec toutes les cartes grises, en dessous et cetera. Superbe.
Merci. Donc, on a, vous voyez la possibilité d'acheter, les cartes qui sont en dessous du plateau. Elles sont donc de valeur de 4 à 8, et on va pouvoir acheter une carte de la valeur qui est de l'écart entre les 2 cartes qu'on a jouées. Par exemple, si je fais un exemple sous vos yeux ébahis, je retourne un 5 et mon adversaire retourne un 6, par exemple, ça ne se passe pas très bien parce qu'on a une valeur d'écart que de 1. Donc acheter une carte à 1, ça va être un petit peu compliqué. Je vais essayer de vous trouver un exemple pertinent. Hop là, parfait. Là, 7 et 2, je peux donc acheter une carte à 5, c'est-à-dire, tchou, attention, le prince. Superbe. Bon, ce sera évidemment la personne qui a eu la carte 7, la carte de valeur la plus élevée, qui pourra acheter le prince. Ou bien, la personne qui a eu la carte de valeur la plus élevée pourra également réaliser l'action qui se trouve en bas, c'est-à-dire prendre le flamant rose, j'ai mis une petite photo flamant rose aussi, ou bien des parts de tarte. Alors, à quoi nous servent ces différents éléments? Le flamant rose, c'est pour départager les égalités, donc ça c'est toujours très chouette. En plus, il a un air bonhomme fort sympathique, et il inspire une pleine et totale confiance. Les parts de tarte, ça va être quand on est, j'ai aussi mis une photo des parts de tarte. Quand on est dans le cas où l'écart entre les 2 cartes qu'on a retournées n'est pas suffisant, on va pouvoir compléter la valeur d'achat grâce à des parts de tarte qu'on aura accumulées au fur et à mesure. Ce qui permet en fait, c'est un des facteurs qui permettent de, contrôler un petit peu l'aléatoire du tirage. Plus on a de parts de tarte, plus on pourra choisir de les dépenser ou pas pour compenser la valeur qu'on achète à ce tour-ci ou pas. C'est globalement à peu près ça. Le choix qu'on a entre les 2 actions aussi, d'achat ou d'exécution de l'action, qui est sur la carte, fait partie de ce contrôle de l'aléatoire. C'est-à-dire que, si on a un grand écart entre les 2 cartes, alors on va probablement en profiter pour acheter une carte de valeur relativement élevée, et si on a un écart plus faible, on va peut-être se dire: «Bah, ça vaut pas le coup de claquer toutes mes parts de tarte aux fraises, dans l'achat d'une nouvelle carte. Je vais peut-être plutôt utiliser l'action de ma carte, pour, acquérir de nouvelles parts de tarte, acquérir le flamant rose, ou quoi ou qu'est-ce», pour citer monsieur Guillaume. Alors, de quoi d'autre est-ce que je voulais vous parler? Oui, bien sûr, je voulais vous parler de la montre. Florian, si tu peux nous mettre la montre à l'écran. Il y a aussi possibilité avec certaines cartes, par exemple avec la chenille qui est une carte de valeur 6, d'acquérir des sabliers. Les jetons sabliers, c'est des jetons qui vont nous permettre, de, faire une action complémentaire à la fin de notre, tour. Donc ça aussi, on commence à avoir l'habitude dans la gamme, de joueurs, ou en tout cas c'était déjà le cas dans Encore avec l'utilisation des ancres qui nous fournissaient cette action bonus, cette action supplémentaire. Là, on retrouve un petit peu le même système avec les sabliers qu'on aura, acquis, durement acquis, et qui vont nous permettre de faire avancer l'aiguille sur la montre et d'acquérir, de gagner l'élément qui se trouve sur la section d'arrivée. Donc quand on dépense, un sablier, par exemple là dans l'image que vous voyez à l'écran, si je dépense un sablier, mon aiguille arrive sur le flamant rose et donc je vais gagner le flamant rose. Je peux aussi choisir de dépenser 2 sabliers, et là, ça va me permettre de mémoire d'exécuter, l'action qui se trouve sur le dessus de la défausse de mon adversaire. Voilà. On va également pouvoir gagner des étoiles, on va pouvoir ching ching, ça c'est un des plus grands plaisirs de ce jeu, éliminer des cartes, heu et plein de petits plaisirs comme ça. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail pour que ce soit pas lourdingue, c'est relativement simple. En tout cas, le but du jeu, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment d'avoir le plus de points à la fin. Et là, je voudrais vous parler de ce qui fait pour moi vraiment, l'intérêt, du jeu. Florian, si tu peux nous mettre la petite photo en perspective un petit peu de la piste de score avec, Alice, le prince et la chenille et les petits jetons sur la piste de score étoilée. Là, vous allez voir que au dessus de chaque pile, merci beaucoup, au-dessus de chaque, pile de cartes, on a des jetons objectifs. Donc là, par exemple, au-dessus du roi, on a qu'à la fin du jeu, on va gagner autant d'étoiles que de parts de tarte. Non, ce ne sont pas des parts de pizza, non.
Pas du tout. À la fin du jeu, on va gagner autant d'étoiles que de parts de tarte et au-dessus de la chenille, on a un petit jeton qui dit que la personne qui a le plus de cartes Alice à la fin du jeu dans son deck va gagner autant d'étoiles, attention c'est tricky, autant d'étoiles que la valeur de la carte au-dessus de laquelle elle se trouve. Donc pour l'instant, c'est 6. Enfin, pour cette partie-là plutôt, c'est 6. L'astuce, c'est que ces objectifs-là ne seront décomptés en fin de partie que si la pile correspondante est vide. Donc ça, c'est vraiment amusant puisque ça veut dire que on va venir prendre des cartes qu'on va ajouter à notre deck et que le fait d'ajouter ces cartes à notre deck, non seulement va nous fournir des pouvoirs supplémentaires, mais aussi va, nous avancer dans l'assurance que cet objectif-là sera scoré en fin de partie. Et donc, au début de la partie, je pense que c'est vraiment important de prendre le temps de se poser, de regarder, de dire: «OK, là, j'ai, l'objectif Alice au-dessus de la chenille. J'ai l'objectif chenille au-dessus du prince. Si je prends du prince, je valide mes parts de tarte. OK, ça se combine, assez bien ensemble les uns les autres». En gros, il va falloir viser une, l'autre ou plusieurs catégories de cartes ensemble et vraiment établir une stratégie de cette façon-là, en début de partie. Donc ça, je trouve ça vraiment chouette de permettre une, rejouabilité comme ça et des stratégies qui vont être différentes, d'une partie à l'autre. C'était l'une des raisons pour lesquelles je voulais vous en parler. Je vais faire une petite pause, je vais en profiter pour vous saluer tous. Je vois qu'il y en a Anna de Spaceos qui vient nous rejoindre. Salut Anna. Salut Simon. J'espère que tu vas bien, Simon Caruso, qu'on a croisé ce week-end, que j'ai croisé ce week-end pendant Bien Wedge. Salut Turtle Blue, ça fait toujours plaisir de vous retrouver. Salut Ombrelame, Kyoshiro, Rodenbart. Je vois que ça parle de puissance 4. Et effectivement, Rodenbart, tu as raison, c'est un valet, pas un prince. J'ai mélangé le valet et le prince. Le valet, c'est le numéro 5 et le prince, c'est le numéro 7, à ne pas confondre. Absolument. Hem, Bien, je vais éviter de trop rentrer dans les détails mécaniques. Globalement, vous savez l'idée. Je vous dis juste un mot sur la fin de partie. La partie se termine, quand 3 pioches sont épuisées parmi les 5 qui sont présentes. Donc en gros, on a des gros decks parce qu'on a acheté plein de cartes. Ou bien quand, la pile de lapins est terminée. Les lapins, on va en prendre un à chaque fois qu'on va remélanger sa défausse pour reformer son deck. Donc en gros, soit on a acheté plein de cartes, soit on est passé à travers son deck, heu, plein de fois. La dernière chose que j'ai besoin de vous dire, c'est que je vous parlais tout à l'heure du ching ching, qui est un côté extrêmement satisfaisant de ce jeu. Vous voyez que les cartes dans le coin supérieur droit, elles ont un certain nombre d'étoiles. Et bien certains pouvoirs, comme par exemple celui du bourreau, ou bien, un pouvoir de la montre qui va vous permettre d'abattre en fait vos propres cartes, vont, vous faire marquer ces points-là, ces étoiles-là. Et ça, c'est quand même fichtrement rigolo. Hem, Puisque, il y a vraiment ce côté un peu fou, dans l'univers original d'Alice aux merveilles, du bourreau qui court partout avec la reine qui fait: «Qu'on lui coupe la tête!» Voilà. Donc ça, c'est très bien retranscrit, de ce côté-là. À un moment ou à un autre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Voilà, donc là, en gros, on a fait le tour de tout ce qui était mécanique. Vous voyez, j'ai tout le jeu devant moi, alors j'essaye de faire une vue d'ensemble. C'est bon, je vous ai parlé du flamant rose, des parts de tarte, je vous ai parlé de la montre, des sabliers, de l'achat, de la petite piste de score, des 2 decks de base. Tout va bien, vous avez globalement à peu près, toute la mécanique générale. En termes de sensations, Heu, la chose déjà que j'ai appréciée énormément dans Tea for Two, alors ça relève pas vraiment, quoique si, on va dire ça relève de la sensation, mais pas vraiment de la sensation, ludique directement. Ce jeu est magnifique. Donc je voudrais, faire un gros pouce en l'air, donc à Amandine Dugon qui a illustré, je vous remontre, hop, la boîte. Les cartes sont superbes et il y a un côté extrêmement, réaliste, je sais pas, dans les petits biscuits, les petits trucs, les petites feuilles. On a vraiment l'impression d'une espèce la qualité de mon appareil photo malheureusement ne rend pas justice, à la finesse des illustrations. Vraiment il y a un côté, très très doux
et à la fois un petit peu barré avec ces personnages, étranges. J'adore la tête de cette chenille-là, j'espère que vous la voyez à peu près bien. C'est vraiment on retrouve ce côté, complètement hors sol de enfin hors sol, barré quoi de Alice et de l'univers de Lewis Carroll. Donc c'est, très agréable. Vraiment un grand, grand, grand bravo à, madame Dugon, c'est très, très chouette. Ensuite, côté, par rapport à ce qui était annoncé, donc la bataille remixée à la sauce deck building. Moi, j'arrive pas complètement à voir ça comme un deck building parce que j'ai l'impression que dans deck building, il y a la notion de, jouer plusieurs cartes qui vont comboter les unes avec les autres. Alors c'est peut-être que dans ma tête, ça appartient peut-être pas au terme de deck building originel, mais en tout cas, là, on a vraiment simplement on va retourner une seule carte à la fois. Donc on n'a pas cet effet comme dans d'autres deck building où dans le même, tour, on va jouer cette carte qui va comboter avec cette carte, qui va comboter avec cette carte. Effectivement, il n'y a pas ce qu'on peut retrouver un peu dans Dominion pour ne pas le citer, coucou monsieur François, ou bien, dans Cowboy Bebop, ça y est, j'y suis. Cowboy Bebop Space Serenade, où vraiment on a une main de cartes qui vont comboter entre elles. Là, c'est du carte par carte, donc ça produit pas tout à fait la même sensation. Et puis il y a encore quand même une forte dose d'aléatoire avec le fait que, ben, par exemple, au départ, on a les cartes de 1 à 9 chacun de notre côté. Il est très possible que, ce soit toujours, enfin il est très possible, il est très peu probable, hein, honnêtement, mais une partie sur 100, ça peut arriver que ce soit toujours la même personne du même côté qui gagne parce que les cartes sont arrangées d'une certaine façon. Donc si vous êtes complètement allergique à l'aléatoire, ça ne marchera certainement pas pour vous. Heu, voilà, c'était juste un petit, warning, un petit avertissement que je voulais, fournir dans cette vidéo. Finalement, ce qu'on, retrouve à l'intérieur, alors je fais juste un petit point de chat. J'adore les illus. Je connais des gens qui aiment pas par contre. Eh ben, écoute, il a l'air bien sympa ce T42. J'aurais bien voulu payer quelques euros de plus pour avoir un plateau cartonné. Effectivement, c'est un point intéressant que tu développes, Braddock, puisque c'est un plateau, en papier cartonné, on va dire. Après le toucher est super agréable. Je sais pas en quoi c'est fait, mais le toucher est très chouette. J'avais pas vu des petites illus aussi chouettes derrière. Mais effectivement, ouais, le plateau n'est pas cartonné. Après ça reste un jeu de joueurs, je pense, qui est pensé pour être assez transportable, rester sous un budget, en dessous de 20 €. Il doit être à 20 € si je dis pas de bêtises. Donc j'imagine qu'il y a des problématiques derrière de coûts de production et ça doit être la raison, pour laquelle, ils sont partis là-dessus. Donc pour résumer, effectivement, définitivement, le côté bataille est présent. Je vois pourquoi le terme de deck building a été utilisé. C'est plutôt une espèce de deck, enrichissement. Il n'y a pas vraiment de construction, de cohérence, mais on va effectivement essayer d'ajouter des cartes et de développer son deck dans une direction. Bon, voilà, c'est un terme un peu fourre-tout ce que je suis en train de vous dire, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Finalement, il y a un côté par contre qui est vraiment sympathique. Il y a 3 côtés, allez, qui sont sympas. Les graphismes et les illus, ça je vous en ai déjà parlé. Les objectifs, qui correspondent à des piles de cartes qui permettent vraiment un développement stratégique dans le fait de choisir d'acheter telle ou telle carte. Ça, c'est très, très cool aussi. Et finalement, je vais peut-être le dire que c'est un deck building, Braddock, tu raison. Peut-être que finalement je vais céder. Hem et j'ai oublié mon troisième point. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, voilà, c'est ça, la retranscription de l'univers. Si vous suivez un petit peu les cafés du matin, les thés du matin en l'occurrence, que je fais régulièrement, vous savez que c'est un truc qui me tient vraiment à cœur, la cohérence de l'univers avec les mécaniques. C'est vrai que là, avec le lapin, avec les trucs un petit vraiment, il y a ce côté un peu à la fois réaliste et à la fois pas du tout réaliste et fou et c'est étrange et il y a des choses qui se passent et on sait pas pourquoi, mais OK, OK, et avec ce petit lapin qui fait ping 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 et avec ce bourreau qui fait ching ching qui tranche des têtes. Bref, je trouve que ça retranscrit assez bien, cet univers de Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll avec des petites choses qui partent un peu dans tous les sens et qu'en fait on accepte parce que, parce que pourquoi pas? Parce que l'univers est pensé comme ça.
Heu, joyeux non-anniversaire, merci, joyeux anniversaire à vous aussi les Space Cowboys. Patrice, on peut considérer qu'il y a construction de cohérence. Voilà, c'est ça. La construction se faisant plutôt selon les deck customizing, nous propose, Turtle Blue. J'aime bien. Voilà, c'est plutôt quelque chose comme ça. Une orientation vraiment du deck qui va se construire dans une direction, qui va se build dans une direction, pourrait-on dire? Bon allez, j'arrête de jouer à l'idiote. En tout cas, voilà, c'était à peu près ce que je voulais vous dire sur, T42. Je vais, vous laisser quelques petits instants si jamais vous avez des questions à ce sujet. Mais comme vous le voyez, c'est un petit jeu bien transportable comme on les aime, dans la gamme de joueurs, il s'inscrit bien. Dernière chose aussi, par rapport à l'effet de gamme de joueurs par rapport à je regarde par là parce que je les ai posés sur mon étagère dans le coin, par rapport à Jaipur et encore, il se développe dans une, direction complètement différente. Et ça, c'est hyper chouette parce que à titre personnel, j'aime beaucoup vraiment la gamme de joueurs et c'est vrai que dans l'effet de gamme, on peut toujours se demander: «Est-ce que va pas y avoir un peu un aspect de répétition au bout d'un moment?» Je me suis posé la question au moment de l'acheter, je me suis dit: «Est-ce que ça va pas faire un peu, double emploi avec ceux que j'ai avant?» Et puis j'étais suffisamment, titillée par la présentation qui en avait été faite pour me dire: «Allez, je passe le pas, je le prends quand même» et puis je fais confiance aux Space Cowboys pour avoir fait un truc chouette et puis à Cédric Chaboussi évidemment, qu'on a eu le plaisir d'avoir la semaine dernière sur, Trick Track, qui nous a parlé de Lewis and Clark notamment. Donc voilà, c'était une équipe à laquelle je faisais suffisamment confiance et je ne regrette pas. Et puis vraiment, faut-il le dire encore, c'est beau quoi. C'est beau. Les cartes sont douces, tout est doux, c'est un bel objet, c'est agréable à manipuler et c'est très, très, très sympa. Voilà et ben écoutez, j'ai l'impression qu'on a à peu près fait le tour. Je vais vous laisser pour ce matin. Je vais juste en profiter pour vous dire ce qu'on peut attendre pour la suite de nos aventures. Florian, on sera là, non pas cet après-midi, il y a rien de prévu, mais demain matin, on a normalement, puisqu'on attend encore demain matin, on a Keyforge, absolument. Donc ça, c'est confirmé, c'est validé, c'est absolument certain. On se retrouvera demain matin avec Monsieur Guillaume pour un café du matin orienté Keyforge. Keyforge, je dirais même Keyforge mutation de masse. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à bien nous faire un petit coucou à cette occasion-là. En attendant, bonjour chez vous, passez une très bonne journée et puis à bientôt. Salut, salut! Hop, je vais arrêter l'enregistrement.